d'être venue. Je vais vous demander un peu de patience avec mon français qui n'est pas parfait. Donc peut-être que je vais faire des petites erreurs, mais on va arriver à se comprendre, j'espère. Je voulais commencer par vous remercier. Remercier aussi l'espace Crèche-Verbe qui nous a accueillis et nous a fait beaucoup de confiance pour ce travail qui a duré quand même un petit moment pendant les vacances d'été, tandis qu'il n'y avait personne ici, on était seuls dans l'espace, c'était vachement bien parce qu'on avait beaucoup de liberté. Et aussi les artistes, Livia qui est ici avec moi, et Emilio qui n'est pas encore arrivé, qui vient de Bruxelles ce soir et qui a eu ce problème des trains. Ce qui s'est passé dans cette exposition, c'était un processus très spécial, je pense, parce qu'on a réussi à travailler vraiment d'une façon assez organique. C'est que je pense qu'il est assez rare quand on établit des relations entre parfois des artistes et des commissaires et des institutions. Je pense qu'on est déjà parti d'un certain plateau de confiance, d'une relation qui a commencé à l'envers. C'était moi qui ai été invitée pour les artistes. Je vais commencer par dire merci, ce qui était très bien, parce que ça change un peu l'ordre de choses si on commençait à parler du titre de cette exposition. Je pense que il était vraiment super intéressant de venir à l'espace France Crèche-Verbe avec deux photographes pour proposer un projet qui était vraiment leur projet. En même temps, qui avait de liens avec cet artiste, qui est un artiste inclassable, qui est un artiste qui reste quand même assez difficile à poser dans l'histoire de l'art. Parce qu'il travaille avec des matériaux très spécifiques, très bruts. Il questionnait, mettait en question les cadres, il allait vers la nature, il faisait beaucoup des mouvements qui mettaient en question les principes même du monde de l'art. Cela nous a renvoyé au travail de Livia et d'Emilio d'une façon que je pense était très intéressante et qui nous a permis de vraiment construire une exposition qui était complexe, dans le sens qu'elle ne propose pas des illustrations au travail de France Crèche-Verbe, mais elle propose un travail de réflexion, de construction, de pensée, de construction d'images et de la mise de ces de poser ces images dans l'espace pour offrir aux visitants une expérience et proposer un dialogue. Ce que j'avais pensé de vous proposer pour ce soir, c'était tout d'abord de faire ces petites considérations initiales et ensuite poser quelques questions aux deux photographes, aux deux artistes qui
Olivia qui est là, Emilio qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on espère qu'il arrivera bientôt. Et comme ça, on peut donner suite à cette conversation. Olivia, est-ce que tu veux parler un peu de ton travail? Je peux, voilà. Donc merci Rana, merci Capucine et l'équipe de l'Espace Frégibert encore une fois. Donc moi, je suis scientifique à la base et je me présente toujours comme scientifique parce que ça, quand on regarde les images, je pense que ça justifie la façon que je photographie, mes sujets de recherche. Il y a un fond scientifique que je ne peux pas laisser de côté. Je suis océanographe de formation et depuis 10 ans, depuis que je suis arrivée en France, en 2012, j'ai commencé à m'approcher de la photographie, à faire des études en photo. Donc moi, depuis le début, mon sujet d'intérêt, c'était vraiment comment la France les croisements entre la France et le Brésil. C'était très facile au début, mais j'ai commencé à comprendre le rôle de la France dans la construction de l'identité brésilienne et de l'imaginaire brésilien. Pour nous, Brésiliens, comme nous, on était construits à partir des images faites par la France dans plusieurs temps différents, notamment au XIXe siècle, avec la mission française au Brésil. Et je ne sais pas si vous connaissez la mission française, c'est assez connu au Brésil. Et après, ça a commencé à se développer un peu plus. Et le moment que je les trouve, qu'on arrive ici, j'ai venu de finir une résidence d'1 an à la Fondation Fimanco, où j'ai fini un projet de 5 ans. Donc là, je viens d'un projet de long terme où j'ai regardé une collection ethnographique de capes en plumes d'une tribu qui habitait la côte du Brésil. Et c'est une collection de 8 objets, je vois que les objets c'est pas correct, d'artefacts, qui sont tous en Europe aujourd'hui. Et pendant ma résidence les derniers mois, j'ai eu la bonne nouvelle de savoir qu'après 400 ans, un de ces objets vont retourner au Brésil. Donc il y a une institution du musée de Copenhague qui va faire une donation d'un manteau Tupinamba au musée national de Rio qui a brûlé et qui est en train de refaire sa collection. Et pendant ces grands projets, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs chapitres, mais le grand sujet, c'était vraiment de penser comment l'Europe en général, elle a construit l'histoire, comment les institutions européennes ils vont construire les archives, vont contextualiser des pièces qui appartiennent à l'autre, appartiennent entre guillemets, ça c'est un grand sujet, à qui appartient tout ça. Mais comment il y avait cette rencontre entre l'univers de l'archive, de l'histoire, et les artefacts, et les dessins, et tous les documents qui parlent de l'autre. Et donc ça, c'est mon grand univers de recherche. Et la photo, elle vient aussi pour moi d'une façon scientifique presque. Je pense qu'il y a... Je ne suis pas une personne, au contraire d'Emilio, qui produit énormément d'images. Moi, je produis pas beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps à réfléchir quelle image, quel objet, quelle histoire je veux essayer de photographier, quelle caméra je veux utiliser, comment je vais me positionner devant cette caméra, et qu'est-ce que cette image me parle, qu'est-ce que cette image va raconter après, comment elle va dialoguer avec le public européen, parce que nous sommes en Europe finalement. Donc, je ne sais pas si tu as de... Oui, je pense que tu pourrais un peu parler de ton expérience dans des institutions. Parce qu'on est arrivé ici, alors c'était l'été, on avait 2 photographes et l'œuvre de Franz Reichberg qui se développe dans les forêts, dans les espaces. Et la grande question, en fait, c'était comment est-ce qu'on peut parler des sujets qui seraient pertinents, qui pourraient être importantes pour l'œuvre de Franz Reichberg,
mais aussi pour ces deux jeunes artistes qui sont en train de produire aujourd'hui. Qu'est-ce que pourrait faire du sens entre ces deux chemins-là, ces trois chemins en fait, qui s'y rencontrent dans ces croisements. Et en fait, on s'est vu ici, dans cet espace, qui est un espace magnifique, qui, on a un peu découvert, il a été construit avec des matériaux de l'exposition de Paris de 1900, pour être des ateliers d'artistes. Ce qui nous ramène à penser en fait cette relation entre la monstration, entre le fait de montrer quelque chose, entre le fait de penser qu'est-ce que signifie montrer quelque chose, et par exemple les objets qui sont ici dedans, que sont de morceaux de la nature que Franz Kreisberg a récupérés et sont maintenant partie de cette exposition que cet espace nous offre autant que visiteurs. Je peux dire vas-y, mais je pense que c'est important de dire parce que peut-être c'est pas le cas de toutes les expos. Je pense que c'est vraiment l'expérience de la résidence. Pour moi, c'était la chose plus importante. Et on ne sommes pas arrivés ici avec un projet en tête, avec le plan de la salle. Ici, on va mettre telle chose. On a construit le projet, on a construit les images et on a construit les idées, comment on va montrer ces images, quelle image on va produire. Tout était fait sur place à partir des pistes et à partir de ces rencontres avec les archives de Krajiberg et avec le personnage, l'histoire de Krajiberg. Donc, je ne sais pas si je te coupe trop. Donc, une des choses que nous sommes dit au tout début, on a dit bon, on parle comment on va rentrer en dialogue. Nous sommes des photographes et nous ne sommes pas des photographes, ni Emilio ni moi, qui travaillent avec la photo d'une façon sculpturelle, parce qu'il y a cette façon-ci de parler de la matérialité de la photo, de construire des vraies sculptures. Nous ne sommes pas dans ce domaine, ni l'un ni l'autre. Comment on va regarder Krajiberg, qui n'était pas photographe, et on va faire un miroir ou un dialogue entre le Brésil, la nature, en sachant qu'Emilio il est plus proche de la nature pure, entre guillemets, on va dire, parce que lui, il est parti déjà en Amazonie. Lui, comme moi, il a fait une grande recherche, il va se présenter après, j'espère. Il a fait une grande recherche sur une région de l'Amazonie et sur plein de personnages, tout cet imaginaire autour de la forêt. Moi non, moi j'étais plutôt dans les archives, comment la forêt est représentée, comment l'Europe a inventé cette idée d'Amazonie, cette idée de sauvage, de la nature pure. Et tous ces éléments, ils étaient devant nous tous les temps. Et on a dû faire des choix à chaque moment, parce qu'on avait quand même un mois pour produire et montrer le résultat de la résidence. C'est un temps assez court en photo surtout. Et quand même, on a fait une centaine d'images. Et je pense que c'est important de parler de comment on a fait ces images aussi, de grand format. Ouais, mais je vais parler là. Ouais, vas-y. Oui, je pense que tout ça c'est très important. Je dirais par contre que je ne sais pas si Emilio est plus proche de la nature. Je pense que vous deux, vous posez beaucoup la question de qu'est-ce qui est la proximité, qu'est-ce que peut être cette proximité. En fait, je vais avancer déjà un peu de la pratique de Emilio quand il est tout seul. Ce qu'il fait, ce sont des voyages en Amazonie, dans une partie de l'Amazonie qui s'appelle en fait c'est ce qu'on appelle en portugais l'arc de la déforestation. En fait, c'est la partie où l'agriculture elle est très présente en fait. Il y a la déforestation, elle est aussi assez importante. Et aussi les bœufs, il y a l'élevage. Ouais, l'élevage. L'enlevage de bétail. Voilà.
Et il s'intéresse surtout à ces rencontres entre la dite nature et ce qui sont les traces occidentaux dans cette forêt. C'est-à-dire les lignes droites, par exemple, les traces de masculinité dominante dans des populations qui sont là-bas depuis des centaines d'années, mais qui sont un peu des cow-boys de cette région. Comment est-ce qu'elle s'impose sur des espèces autochtones, sur des peuples autochtones. Enfin, c'est toute une recherche à propos de ces lignes de force vraiment, et qui suit notamment une ligne de télégraphie qui a été installée lors d'une expédition historique au Brésil. Livia, en même temps, elle fait ses recherches dans des institutions où on voit toujours cette idée d'un savoir-faire, mais aussi d'un savoir-faire qui est institutionnel, qui est aussi muséologique. Je pense que c'est avec ça qu'on a commencé à vraiment discuter comment est-ce qu'on pourrait avancer ces projets. Et on a tombé sur une partie de la recherche d'Olivia qui c'était cette image qui est au musée du Louvre qui s'appelle La forêt vierge du Brésil. Alors c'était une image qui était faite lors de cette expédition. En fait, c'était une mission diplomatique au Brésil où cette personne qui dessinait, c'était les contes des Clarac. Il a dessiné, il a commencé en fait, il a fait des croquis pour ses dessins. Il est revenu en Europe et il a fini son dessin 10 ans après en faisant des études dans une serre en Allemagne. Et les dessins finaux, en fait, c'est il y a des espèces un peu très très belles. Le dessin il est très beau, mais c'est un peu fantastique quand même. Ce n'est pas la nature telle qu'elle, on la voit au Brésil. Aussi, il y a cette idée d'une forêt vierge, ce qui est un peu problématique en même temps, cette idée de que la forêt, elle n'a pas été pénétrée, elle est aussi quelque chose que c'est l'homme, et l'homme blanc, en tout cas l'explorateur, qui va la pénétrer par la première fois, comme si elle était inhabitée, ce qui n'est pas vrai du tout. En fait, il y avait des populations qui étaient là-bas. Aussi, on sait que la forêt amazonienne, en fait, elle est une forêt des cultivations. Son sol, il vient, il a été construit, si on veut. C'est un processus un peu de jardinage et d'investissement. Dans ce qu'on appelle terra preta, ouais, je ne sais pas quelle est la traduction vraie. La forêt primaire, ce qu'on appelle. Voilà. La forêt qui a elle-même évolué sur elle, ça s'appelle la forêt primaire. Voilà. Et on est tombé sur cette image qui est au Louvre et qu'on ne peut pas visiter parce qu'elle est dans les dépôts. Elle est dans le noir. Là, je te coupe parce que tu m'avais dit, parle des relations avec les institutions. Là, quand on a su, quand j'ai écrit au Louvre, j'avais cette image en tête depuis très longtemps et je savais qu'elle était au Louvre. C'était une donation, elle est rentrée dans la collection du Louvre dans les années 80 et elle était là dans ma tête. J'attendais le moment pour la travailler. Et quand j'ai vu qu'elle était inaccessible,
Et là, je dis, bon, c'est ça, c'est là que j'adore, parce que c'est vraiment toute ma recherche avec les manteaux Tupinamba, ça passait par ces confrontements avec les institutions, par cette idée de qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible, qu'est-ce qu'on garde dans la réserve, qu'est-ce qu'on montre, pourquoi, comment. Tout ça, j'aime bien penser et mettre en avance dans mon travail. Et là, on commence un rythme, une enquête d'écriture. On a écrit à énormément de gens au Louvre et on a eu pour vous raconter des petites histoires, parce que je pense que c'est intéressant aussi. On a eu au tout début de la résidence l'autorisation de voir ces dessins. Donc on arrive les trois, de voir sans photographier bien sûr. Donc on arrive et on retrouve le directeur de département de dessin de Louvre. Donc un monsieur très sérieux, on était très intimidés. On a passé 30 minutes, qui était un désastre, parce qu'on a essayé de prendre toutes les ouvertures qu'il donnait pour demander l'autorisation de faire la photo. Il disait non, c'est pas possible, ces tableaux ils sortent jamais, et c'est du XVIIe siècle, il va pas sortir, ça c'est exception totale. Et en fait, très rapidement, donc 30 minutes, on rentre, on sort, et là on a eu l'idée d'appeler la responsable de tournage de Louvre, et au téléphone, en 20 minutes, 15 minutes de conversation, en train d'expliquer toute notre démarche, qui on était, elle nous a demandé une lettre. Donc là, on a construit une lettre et après la lettre qui était envoyée à 5-6 personnes différentes, on a eu l'autorisation de venir faire la photo. Et je te laisse c'est une histoire incroyable, notre rencontre avec cette image. Bon, on a pris rendez-vous 2 semaines après pour faire les photos. 2 semaines après, on était hyper heureux, mais en même temps, c'était un rendez-vous super sérieux. Voilà, on arrive avec des appareils de caméra grand format qui sont vraiment des sacrés appareils. On y a en fait pas mal de photos. En fait, on était aussi, c'est une salle assez imposante. C'est impressionnant, tous les cadres. On fait les photos et on a décidé, parce que l'image, elle a cette canopée avec la lumière qui traverse la canopée, et on avait aussi décidé déjà de travailler avec les transparences, avec des diapositives qui sont là, et aussi à cause de la profusion de diapositives dans la collection, dans les archives de Franz Kreischberg. Bon, on envoie ces diapositives pour être révélées en Allemagne, parce que c'est aussi une technique que personne ne le fait, machin. C'est cher, oui. On s'est dit, on l'a envoyé en Allemagne, donc on a décidé de faire ça, c'est important, peut-être on peut attendre Emilio, mais on a mis plein de protocoles au début de la résidence, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et on avait vraiment envie de profiter de l'occasion pour produire beaucoup d'images, pour vraiment sortir d'ici avec une grande collection d'images pour donner une suite. C'est ça qu'on peut parler après si vous voulez, la suite de ces images. On avait une liste, on a fait une liste des endroits, des objets qu'on avait envie de photographier pour être très précis. Et la photo de Louvre, c'était la plus importante, c'était pour nous le début de la recherche, la photo d'entrée dans l'exposition et dans le projet. Et on a envoyé en Allemagne et la photo de tableau forêt vierge, et par accident, le monsieur de DHL, la personne qui a fait le transport, il a ouvert la boîte et il a brûlé toutes les photos, il a brûlé la forêt vierge finalement. Et donc quand ces photos arrivent ici, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces images qui n'existent pas et on ne peut pas regarder quand on voit, après on ne peut pas photographier, quand on photographe, on n'arrive pas à voir les images, c'est des images impossibles à la fin. Et ça devient un sujet très long dans notre recherche pendant la résidence, et on a décidé de montrer les images quand même, donc elles sont au tout début à l'entrée sur une petite table lumineuse, on a essayé de montrer.
Donc en fait, on voit ces images, on voit le tableau, mais cette forêt, c'est imaginaire, cette forêt imaginaire, parce qu'elle est complètement, c'est une fiction, elle n'existe pas, ni même dans l'image. Donc c'était une très belle surprise finalement, parce que c'était très symbolique. On a dit bon, on va le montrer quand même. Et là tu as parlé de quelque chose, je pense c'est important, parce que je parlais des milieux plus proches de la forêt, géographiquement, mais je pense que c'est la fiction qui m'a fait penser, quand je parlais avec Capucine et que j'avais cette opportunité de venir ici, c'est cette fiction qu'Emilio raconte de l'Amazonie, qui n'existe pas, qui est habitée par des cow-boys, qui est habitée par des routes vides, par de enlevage qui finit jamais, énorme, par le soja, on dit c'est ça. Il y a tout sauf la forêt imaginaire de Clarac. Et c'est cette imaginaire qui, moi aussi, de mon côté, je retrouve dans les archives de Jean-Baptiste Debré, par exemple, qui sont à la BNF, et je les trouve dans les manteaux Tupinamba qui sont conservés depuis 400 ans en Europe. C'est toute cette fiction qui nous a mis ensemble et qui nous a fait commencer, nous a donné envie de faire un projet ensemble. Et c'est cette fiction qu'on a mis en place dans cette début de recherche, j'aime bien penser à ça, et qu'on aimerait bien explorer avec une suite. Voilà. Là, je pense que si vous n'êtes pas très fatigué déjà, je voulais juste ajouter un petit point qu'on est en train de discuter. C'est la matière du diapositive et du grand format, parce qu'on a pris cette décision de travailler avec les grands formats, qui est par excellence l'outil du documentaire en photo. Et on se demandait en fait, parce que cette idée de la fiction, c'est justement, si on veut, les contraires des documentaires. On se disait, mais pourquoi est-ce qu'on prend les grands formats pour parler de la nature, tandis qu'on veut en fait se dire qu'il n'y a pas une telle chose, qu'on parle du verre et de la distance que les verres nous présentent quand on va parler de la nature, quand on va au musée, quand on va regarder des morceaux, des exemples de nature. Et je pense que c'était vraiment très intéressant de travailler avec les grands formats, parce que ce sont des images. Il y a d'abord cette idée de la transparence qui revient dans l'idée de lumière, qui est aussi un élément qu'on pourrait dire est dans la nature, qui est essentiel pour la photographie, qui était très important aussi pour Franz Kreischberg, qui mettait ses œuvres dans l'espace ouvert, dans la nature. Il le prenait de la nature et il faisait ses opérations, il le ramenait dans la nature pour être vu. Mais aussi de la canopée, du filtrage de la lumière. Mais il y a aussi une autre chose qui est l'idée que les images en diapositive, elles peuvent être agrandies presque à l'infini, parce qu'il y a tellement d'informations qu'elles sont des images ultra riches. Et ce qui nous a vraiment intéressé, c'est cette idée de pouvoir et l'image. Quand on revient à cette image fondamentale de la forêt vierge du Brésil, ou si on pense à faire des études botaniques, ou si on pense à l'idée de faire de cartographie d'un lieu, on pense toujours aussi à quelque chose qui vient avec ça, qui est le pouvoir que les images ont par rapport au réel, aux situations qui sont dans le monde. Et donc, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que
les choix pour agrandir ou ne pas agrandir une image, c'est aussi un choix très politique, c'est un choix qui veut dire beaucoup de choses. Donc ces deux images, il y a une image qui est super agrandie ici, dans les formes d'un papier peint, voilà, qui est une image d'un jardin botanique, où il y a même, on peut voir, il y a une petite plaque avec des instructions pour lire la nature, parce que cet accès n'est pas immédiat. On va apprendre à lire la nature, n'est pas quelque chose qui est donné immédiatement. Il y a aussi cette petite ligne qui sépare nos corps de la nature. Il y a aussi, si on veut voir, il y a aussi tout au fond, il y a la fermeture de serre, comme si c'était une seule serre où on rentre et qui se ferme. Et c'est une image qui a été prise aussi dans les grands formats, mais qui nous fait penser aussi aux traditions de faire orner sa maison avec ces images du monde exotique, ces images de nature, ces images des endroits où on ne pouvait pas aller forcément, où les explorateurs allaient, ou je sais pas. Et ça c'était une des choses, une des endroits qu'on a décidé, une des thématiques peut-être qu'on a décidé de penser, parce que moi j'avais déjà pris en 2016 une image d'un papier peint qui s'appelle Brésil en Alsace, au musée de papier peint. Et j'avais fait une image à l'époque, mais c'est une image pour moi très fondatrice de ma recherche. Et on a retourné à ce musée de papier peint pour revoir ce papier peint, pour revoir les machines qui font les papiers peints. Et pour nous, la question de la déco, dans mon travail personnellement, il est très important. Comment on croise cet imaginaire du Brésil, de Brésiliens, de sauvages, de ce territoire avec les savoir-faire français. Donc j'ai déjà croisé avec les tapisseries par exemple, les dernières au Palais Tokyo. J'avais cette image de ce papier peint. Je commence à toucher aussi la porcelaine. Voilà, donc il y a quelques pistes pour moi. Et dans notre travail, en allant au Louvre, on a pensé aussi où on peut trouver ces indices brésiliens, cette idée, cette fiction à Paris. Et donc le jardin botanique, le jardin des plantes, la serre tropicale, c'était le premier endroit où nous sommes allés, évidemment, c'était le plus proche. C'est très important pour Paris, vous avez tout ce que vous voulez. Vous parlez de ça, mais oui. Donc vous avez ça et puis les tableaux du douanier Rousseau. Et là, Oui. vous aurez une très grande source d'information. Moi, je photographie un diorama utilisé par Rousseau pour faire ces tableaux, je ne sais pas comment dire en tout. Les lions ayant faim mangent les tilapes, quelque chose comme ça. C'est une peinture naïve, mais c'est des traits qu'on a observés au point de vue botanique. Ben oui, il était au musée d'histoire naturelle pour faire ces Exactement. voilà. Ben voilà, c'est des références aussi dans mon travail. Mais Paris, voilà, finalement, on découvre que Paris, au Jardin des Plantes, au Louvre, dans une maison, il faut qu'on parle de ça aussi, parce qu'on a visité une collection privée, un collectionneur, on peut dire comme ça, collectionneur entre guillemets, elle est vraiment présente. Donc ça coexiste, cet imaginaire, jusqu'aujourd'hui. Et donc en fait, cette maison, en parlant des transparences, on a parlé pourquoi on décide de montrer les négatifs, les positifs finalement, mais pourquoi pas agrandir les images. Ça, c'était pour nous aussi une question, un choix, comme a dit Lala, de ne pas sortir les images tout de suite, mais de montrer le résultat de la résidence. C'est une recherche, c'est le début d'une recherche, mais de montrer chacun des objets comme des images latentes. Donc toutes les infos elles sont là, mais en format tout petit. La lumière, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on ne voit pas vraiment tous les détails. Et l'idée c'est ça aussi, de nous confronter avec ces images qui n'existent pas vraiment, qui ne sont pas développées jusqu'au bout. Et tu veux raconter l'histoire de... Non, je dirais juste qu'il y a quelque chose d'autre, qui c'est
la précédence du corps vers l'image et pas les contraires. C'est pas que l'image elle est prête au corps, mais les contraires, c'est toi qui dois chercher un peu. Et oui, je pense que c'est ça. Si tu veux juste raconter l'histoire de... Vous avez des questions? Ouais, moi je ferais... Si je peux dire, Oui. il me semble que pour tout petit, il y a plus de détails que dans le grand. Voilà. Oui, peut-être. Et puis je voudrais dire une chose, parce que moi, ça fait plus de 60 ans que je fais de la photo. Là, c'est du 4-6 pitch. À l'époque, c'était les chambres à décentrement et tout, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Et la technique, là-dedans, ça coûte très très cher. Que vous le faites en France ou que vous le faites en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui le font. Ce sont des prix exorbitants. Donc, avec les appareils modernes que vous avez, ce sont des millions de pixels qui donnent une telle netteté que c'est égal au 4-5 inch, c'est ce qu'on appelle. Oui. Donc je vous recommande ce truc-là pour payer plus cher parce qu'il y avait ça, il y a une fortune pour agrandir. Mais la fortune, c'est l'appareil photo qui fait grand format, c'est super cher. On a pris une chambre de 400-500 euros et on a fait des images qui ont... C'est net, mais vous avez les 24-36 qui font à peu près la même chose pour bien moins cher. Mais là, je vois des 6-7 ou des 6-9. Oui, des 6-7. C'est déjà excellent. Même ça, on peut l'agrandir déjà. C'est ça qu'on avait dit. Excusez-moi, j'arrive. Mais c'est bon. En fait, on a Emilio, il y a une chambre. Bon, pour moi, c'est nouveau de travailler avec la chambre. Je commence maintenant. Mais lui, il a dit moi j'ai une chambre, on va travailler à la chambre. Parce que pour nous, c'était aussi un exercice comme photographe en 2023, en 2023, de ne pas utiliser le numérique et pas par nostalgie de la pellicule. C'était pas une nostalgie, mais c'était un choix pour nous, un exercice pour penser beaucoup avant de faire les images, pour changer un peu, parce que nous, on a des portables, moi j'ai une caméra numérique, une super caméra numérique, Emilio aussi, mais c'est très rare pour nous de faire, pour nous deux en tout cas, de s'arrêter pour prendre 20 minutes pour faire une image. Et on a fait 110 images dans un mois, dans le mois de résidence. Donc pour nous, c'était aussi un exercice de patience, mais de pensée, de regard. Et en plus, on travaillait à deux. Donc ça, c'est une grande question. Comment faire une photo c'est pas la photo, l'appareil photo regarde c'est une personne qui regarde. On avait un temps énorme pour être d'accord sur chaque image, sur chaque objet, chaque sujet, chaque endroit. Donc c'était vraiment un exercice que la résidence permet, mais peut-être que la recherche permet, mais pas si on avait arrivé ici, si on n'avait pas la résidence pour tester ça, ça serait complètement différent. La production des images. Il y a une question là-bas. Mais justement, en fait, c'est peut-être anecdotique ce que je vais dire, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en plus, ça amène l'erreur d'utiliser l'argentique. Mais qu'est-ce qui a diminué en fait? Parce que vous avez dû générer une boîte de Louvre pour prendre cette photo, et finalement, eux, vous n'avez pas montré de photo du coup. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Par rapport à ces images, on n'avait pas le droit de le montrer. Ah, ils avaient autorisé à y aller, mais pas le droit de... Non. Et on montre là, et ça l'accident nous a donné une liberté énorme aussi, parce que là, on ne voit pas les tableaux, vraiment. Donc là, on peut publier ces images, normalement. Mais on a signé quand même un document en disant qu'on ne pouvait pas reproduire ces images. Et on pourrait le faire dans le cadre de la résidence. Ah oui, ici, on peut. Mais on ne peut pas exposer. Tu vois, si demain, on s'en va inviter à exposer, avec les images qu'on a prises, pas les rouler, on ne pouvait pas. Alors pourquoi ils ont accepté que vous fassiez une photo? Parce que du coup, ça n'a pas de sens. Une très belle question. C'est les incohérences des institutions. Parce que il faudrait que vous sachiez que le Louvre, il garde le contrat d'exclusivité. En France, on aime bien ça. À tous les niveaux que vous avez, c'est toujours non, 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 non.
ils veulent garder ce contrat d'accessibilité pour les questions d'argent. Donc vous pouvez très bien contourner tout ça par mille façons. Mais moi, ce qui m'étonne dans votre travail, c'est très bien le 4-5 quiches, les chambres à décentrement et tout. Moi-même, j'ai travaillé. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce matériel quand il faudrait aller dans la forêt, la difficulté que c'est avec pied, décentrement et tout? Et Je ça, ne vais pas travailler dans la pièce, forêt. Excusez-moi, mais c'est comme en architecture. Il me semble que c'est quand même possible d'aller quelque part, d'utiliser une chambre à décentrement et de travail. Dans la forêt, vous avez vu ça quand c'est un truc. Mais ça sert à la suite. Je parle parce qu'en fait, le décentrement, c'est juste de rattraper des lignes. Oui, d'accord, mais pour les pieds, pour les buissons, avec Ça la prend du biodiversité, temps. quand c'est un tous les communes. C'est pour ça. Si je peux me permettre, moi j'ai fait le film de Krashberg que vous voyez dans le musée. Et donc je suis allé avec lui dans les forêts des vallées du Lier qui sont au bord des fleuves. C'est un tissu incroyable de racines, on marche dans la base, les pieds, etc. Et j'avais une bétacane qui pesait 12 kg et une batterie ceinture qui en faisait 7. Non, mais c'est pour vous dire que c'est la passion qui fait faire les choses, c'est rien d'autre. On arrive à franchir les obstacles parce que cet homme était exceptionnel. On avait envie de prendre ce qu'on pouvait prendre de lui. Et pour parler de Krashberg, peut-être on peut parler de Balaï et Étain. On a une photo, une série d'images qu'on a trouvées aussi au tout début dans les archives de Krashberg. Les diapositives, comme dit Naila, ça nous a donné cette lumière de chemin à suivre pour produire les images. Et pour parler de la transparence, utiliser le verre. Et on a essayé de montrer, on a aussi produit des 35 mm pendant la résidence qui sont mélangés avec les photos de Krashberg faites par lui au fait de lui. On ne sait pas exactement, mais c'est pas ça que c'est important. Mais il y a une série de photos qui nous a beaucoup marqué aussi au tout début et qui finalement ça ferme le boucle avec la forêt brûlée de Louvre. C'est l'image d'un homme qui brûle la forêt. Voilà, c'est un homme qui brûle la forêt. C'est une activité qui est assez connue au Brésil. C'est pas brûler la forêt, c'est brûler des feuilles sèches. Mais c'est une quantité énorme, donc c'est une image assez étonnante et qui va un peu. On était assez impactés, on a dit mais comment il y a cette image d'un homme qui brûle la nature dans les archives de Krashberg, qui était toute sa vie en train de dire il faut sauver, il faut la forêt, la vie. Et donc elle nous a guidé aussi cette image. On a choisi il y a plusieurs copies en plus, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a une vingtaine de copies de la même photo. Et cette répétition de cet homme qui brûle ces morceaux de forêt nous a aussi beaucoup guidés, je pense, dans la résidence. Et quand les photos sont arrivées brûlées, on a dit bon, les choses commencent à se parler, se mettre en place tout seul. Ouais, je pense que ça nous donne aussi une lecture de l'œuvre de Krashberg qui est assez intéressante, qui nous permet de parler de trauma, de toute son expérience assez douloureuse aussi avec son histoire personnelle, qui n'est pas juste de faire montrer la vie, mais aussi cette ambiguïté que je pense que c'est assez puissante dans son travail. C'est ces deux côtés, ou ces deux faces en fait, qui se regardent et que je pense qu'on voit souvent aussi quand on parle de la nature. Venu avec l'idée de l'ordre naturel de choses. C'est un texte de... En fait, c'est une expression en portugais. Tout d'abord, après on a découvert que c'était aussi un texte. Et on a après... en fait, moi j'avais des problèmes avec cette idée du naturel. Parce que en fait, ce qu'on fait, c'est se demander qu'est-ce que c'est le naturel, qu'est-ce qu'est la nature, comment est-ce qu'on présente la nature. Et on a découvert aussi que oui, c'était une des idées, des titres de c'était Foucault dans Le mot et les choses avait été. Voilà.
Voilà. par rapport à ça. Moi, C'était une idée pour les titres, pour son titre originel. Et je pense que c'était plus juste par rapport à ce qu'on proposait ici. Et on a décidé pour ça, même en sachant qu'il y avait cette idée qui venait avant, c'était l'ordre naturel des choses. Alors c'est disant aussi que la nature, elle propose une ordre de choses qui n'est pas si facile à lire. Et comme ça, on revient à cette idée d'une petite explication pour lire la nature et de se dire qu'il y a une profusion des éléments où on se perd. Là, tu disais quelque chose. non, je te rejoins là-dessus. Je pense que le titre plus court a la même fonction que l'ordre naturel des choses. Moi, quand j'ai été intéressé par ce titre au départ, je me reliais à l'histoire de la philosophie et à tous des moments où en philosophie on a essayé de penser le monde, comment est-ce qu'il s'organisait, c'était quoi les éléments les plus petits du monde, c'était quoi est-ce que le monde il se joue là-bas dehors, est-ce qu'il se joue dans la tête. Il y a un tas de moments dans l'histoire de la philosophie, depuis les Grecs jusqu'à dans la philosophie moderne et contemporaine, où cette expression revient. Elle revient à chaque fois pour Quelle expression, pardon? l'ordre naturel des choses. On essaie de penser le monde, on essaie de penser l'agencement des choses du monde. Et cette expression est arrivée à plusieurs moments. Elle m'intéressait pour ça. Ta proposition de raccourcir ça me paraît assez juste et elle dit pour moi à peu près la même chose. Mais ce qui nous intéressait, c'était ça, c'était de prendre une expression très liée à la pensée occidentale, qui est très prescriptive et un peu autoritaire, pour la placer dans un contexte où on n'affirme absolument rien. On a plutôt à se poser des questions, à donner un peu de confusion. Et j'aimais bien ce... Excusez-moi, mais il me semble que d'intellectualiser le monde, c'est dénaturer. À moi. Mais oui, aussi, ouais, c'est ça. Cette idée que la nature, c'est une profusion de choses en même temps, Si c'est on veut mettre donne. en maths, de l'intellectualiser, vu tout ce qu'on nous a appris, etc., on dénature forcément l'origine. Ouais, moi C'est j'ai une l'impression... éducation qu'on a eue. Ouais, mais je comprends ce que vous dites. C'est intéressant, ça. Je comprends ce que vous dites. Moi, je n'arrive pas à Pour moi, séparer... c'est de ne pas penser. Est-ce qu'on peut Simplement en tout cas éviter les artistes? Allez-y. Non, Non, mais j'aime bien ça parce que la séparation si nette entre la raison et le monde, pour moi, c'est pas si simple. Je pense qu'il y a C'est une tout le problème du monde, je vais vous dire. Non, je pense que on a le monde tel qu'on le voit, tel qu'on le comprend, tel qu'on le ressent, il est déterminé par un bagage culturel. Ce bagage culturel, ici, on le partage, c'est certainement un monde matérialiste, contemporain, avec nos frustrations et tous les trucs qu'on a bizarres dans nos têtes, qu'on nous a enseignés. Et c'est là l'erreur, à mon avis. Mais je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Cela vous appartient. Je veux dire, c'est chacun, d'une manière très personnelle, un rapport au monde. Mais il y a des espaces communs, il y a des espaces collectifs. Je pense que nous, occidentaux, on entretient un rapport au réel qui est le nôtre. Il est différent de celui qu'aurait un Amérindien, une personne où elle est née. Elle reçoit un bagage culturel qui détermine son rapport au monde. Sa vision. Pardon? Sa vision du monde. J'ai pas compris. Sa vision du monde, je disais. Selon la culture qu'on a, c'est le regard qu'on porte sur la vie. C'est une vision du monde, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Mais continuez, désolé. Non, mais vous avez raison. C'est sa vision du monde. Je pense que les deux points ne sont pas opposés en fait. Non. Ce sont deux choses un peu en parallèle, un peu qui vont ensemble. Je pense que tout ce qui Emilio est en train de dire a beaucoup d'écho dans ce qu'on a fait. En même temps, ce qu'on a essayé de faire avec ces dispositifs-là,
c'est de proposer des images qui n'ont pas de précédence l'une par rapport à l'autre et qui viennent sans ordre, sans en fait, il faut se balader un peu, il faut tout voir mais en même temps rien voir. Oui, rien voir si on veut, ou voir l'ensemble, ou découvrir son corps en voyant. Et donc c'est difficile de dire quel est l'ordre de choses. Et c'est aussi une critique à cette tendance assez occidentale de classifier, de mettre une ordre aux choses. Je pense que ça va et ça vient dans les deux sens, en fait. C'est ce que je veux dire. Il y a une phrase que j'adore qui dit « La vérité se trouve elle-même. Elle n'a pas besoin de nous, à vrai dire. Elle était là avant, elle sera là après. C'est à nous de la trouver. Mais elle était là. Et elle est là.